Vous vous êtes prononcé tout au long de votre carrière d'écrivaine sur différents sujets. Vous avez écrit des essais, par exemple, et puis il vous arrive aussi de vous prononcer au travers de certains entretiens sur des sujets importants. Il s'est passé un drame horrible à Paris au début du mois de janvier. Ces attentats qui sont baptisés désormais les attentats de Charlie Hebdo. Quelques jours plus tard... L'hyper cachère aussi. Oui, c'est vrai. Dans la foulée, des gens sont morts. Il y a eu toute une réflexion sur la liberté de presse, sur la sécurité, sur l'accueil fait aux immigrants, évidemment sur l'extrémisme religieux, sur ces jeunes hommes embrigadés. À la fin du même mois, donc à la fin du mois de janvier, vous êtes en Suisse, à Lausanne, pour parler d'un roman dont nous allons parler d'ailleurs ensemble, qui n'est pas paru d'après ce qu'on a compris, mais qui est inspiré d'une histoire qui se passe en ce moment en Alberta. Et on vous demande donc de vous prononcer sur ce qui s'est passé. Alors, je vous cite. Les hommes ont beaucoup de problèmes avec le masculin et la virilité et beaucoup de violence en découle. C'est ce que vous dites d'abord en commentant les attentats. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Nancy Houston? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Oui. C'est que on parle toujours du problème des femmes ou du féminin, etc. Et comme les hommes tiennent le discours public depuis la nuit des temps, ils n'ont pas l'habitude de se considérer comme particuliers. Et donc, je viens de publier la semaine dernière un article dans Libé où je commence en disant si vraiment tous les hommes de pouvoir, tous les gens qui dirigent les gouvernements, les armées, les journaux satiriques, les synagogues, les églises, les mosquées, les entreprises, etc. Commencer pendant juste une journée devaient commencer leur phrase en disant en tant qu'homme, on aurait une autre vision de l'humanité. Mais ils ne disent jamais en tant qu'homme, je pense que. Ils dirigent tout ce qui est puissant dans le monde entier et jamais ils ne disent qu'ils sont des hommes. Or, ils sont des hommes. Quand on prend un journal et on lit le journal, 90% de tout ce qui se passe dans le monde, c'est les hommes qui le font. Et c'est les hommes qui réagissent à ce que font d'autres hommes. Donc c'est pas là non plus pour jeter la pierre, c'est dire que cette violence qui est programmée dans le génome masculin, entre autres par la faute des femmes, parce que au long des millénaires, les femmes ont choisi les hommes les plus forts pour défendre leurs enfants, pour aider leurs enfants à survivre. Et elles ont, donc non seulement c'est la sélection naturelle, mais c'est la sélection sexuelle aussi qui a poussé les hommes à devenir de plus en plus forts. Maintenant, cette violence masculine innée est contre-productive. Elle ne sert plus du tout à la survie de l'humanité. Mais elle sert à sa destruction. Elle sert à sa destruction. Et donc, c'est vraiment le sujet de l'avenir proche, à mon sens, c'est le masculin. Je continue à vous citer. Toujours dans cette déclaration, donc faite dans la foulée des attentats de Charlie Hebdo, j'ai toujours détesté l'image des femmes et des homosexuels qui transparaissaient dans leurs dessins. Vous parlez évidemment des dessinateurs qu'on a assassinés, comme j'ai détesté le fait qu'ils publient des caricatures islamistes. Il y a beaucoup d'écrivains qui se sont prononcés au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, des intellectuels, des politiciens évidemment, toutes sortes de gens qui ont dénoncé cette attaque à la liberté de parole, à la liberté de presse. Eh bien, je suis totalement en désaccord avec eux. J'étais avec mon homme à la première manifestation le jour même des attentats et j'étais consternée de voir que c'était ça les seuls slogans qu'on pouvait entendre. Nous sommes Charlie et liberté d'expression. Je vous fais remarquer qu'on ne peut pas demander la liberté d'expression à des terroristes. On demande la liberté d'expression au gouvernement, au système de justice. Les dessinateurs de Charlie Hebdo avaient la liberté d'expression. Ils se sont servis de leur liberté d'expression. À mon sens, c'était un peu des intégristes de la liberté d'expression. Ceci dit, le gouvernement français n'accorde pas n'importe quelle liberté d'expression. Ils n'ont pas le droit de faire des dessins antisémites. Ça, c'est illégal, complètement illégal. Ils n'ont pas le droit de dire des phrases antisémites. Mais par contre, ils ont le droit de dire des phrases anti-musulmanes. Donc, ça, c'est clair qu'il y a deux poids, deux mesures. Donc, je suis évidemment horrifiée. Moi, j'ai suivi la carrière de ces individus depuis l'âge de 20 ans. Je les connaissais, c'est comme si je les connaissais.
En même temps, c'est vrai que j'avais cessé de lire ce journal il y a longtemps, et je pense que, et pour la raison que je dis, c'est que véritablement la sodomie voulait toujours et exclusivement dire qu'on humiliait et abaissait quelqu'un. C'est curieux parce que ici au Québec, je crois que c'est impossible que des dessins aussi sexistes que les dessins de Charlie Hebdo puissent exister de nos jours. C'est vraiment des vieux machos, quoi. C'est pas, ils méritaient pas de mourir. C'est horrible qu'on les ait tués. Évidemment, c'est horrible. Mais, les gamins qui les a tués, on peut pas, penser qu'ils n'étaient pas atteints dans leur être le plus profond par ces dessins anti-musulmans qui avaient été publiés il y a quelques années. Ouais. Vous n'avez pas l'impression que c'est le contexte français aussi qui les a rendus aussi haineux? Vous vivez en France depuis très très longtemps. On voit la montée de l'extrême droite depuis plusieurs années, la popularité grandissante de Marine Le Pen, par exemple, la peur de l'étranger aussi. Il y a toutes sortes de manifestations envers les Juifs, envers les musulmans, envers les immigrants. Il faut pas tout mélanger. Non, bien sûr, mais c'est très complexe comme situation, Nancy Houston aussi. Mais ces jeunes n'ont pas besoin de la montée de l'extrême droite pour se sentir rejetés par la société française. Moi, je suis allée vivre à Clichy, j'ai fait une résidence d'écriture à Clichy-sous-Bois, qui était la banlieue qui a flambé en 2005 après la mort des gamins dans la centrale électrique. Et je suis allée juste récemment à l'enterrement du maire de Clichy. Donc j'ai des liens très très forts à cet endroit-là. Je suis allée beaucoup de fois dans des prisons d'une part et les collèges et lycées d'autre part de ces quartiers. Et c'est véritablement tragique. Si on va dans une école primaire, les gamins maghrébins ou d'extraction d'origine maghrébine ont les yeux pétillants, ils sont gais, ils sont joyeux, comme tous les enfants, ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont intelligents, ils sont vifs, ils sont curieux. On les retrouve à l'adolescence, ils sont anéantis. Les garçons et les filles sont séparés dans la classe, et les filles ont de l'espoir, et les garçons n'ont pas d'espoir. En plus, ils ont raison. Les filles ont au moins l'espoir de faire un enfant, ce qui donne toujours un sens à la vie malgré tout. C'est basique et stupide, mais ça a l'air d'être le cas. En tout cas, elles vont aussi avoir plus de facilité à trouver un travail. Les garçons, avec le taux de chômage actuel et le racisme ambiant, ont très peu de chances de briller. Tous les garçons veulent briller. Ils veulent pouvoir séduire les filles. Avec quoi ils vont séduire les filles? Donc, ce qui me frappe, c'est l'analogie entre Daesh et les terroristes des banlieues. C'est des gens qui ont été en prison. Le monsieur qui dirige Daesh, al-Baghdadi, a été un prisonnier dans un des camps de George W. Bush pendant la guerre d'Irak. Et on est en train, donc ça c'est au niveau global, planétaire, c'est une menace énorme ce qui est en train de se passer en Irak et en Syrie, et qui est le résultat direct de l'Occident, comme ça, la France et le Canada n'ont pas bombardé l'Irak, mais nous n'avons rien fait pour empêcher les États-Unis de le bombarder, tout en sachant qu'il n'y avait aucun lien avec 9/11, aucun. 100 000 personnes sont mortes, on ne les pleure pas. On pleure les garçons de Charlie Hebdo, je veux bien, mais je trouve que les 100 000 Irakiens étaient plus innocents encore, parce que les gens de Charlie avaient pris un risque, ils avaient fait un truc dangereux, ils avaient fait un truc assez dégueulasse. Bon, pour dire on a le droit, on est liberté d'expression, ok, ils ont pris un risque et ils sont morts, je le regrette. Mais les 100 000 Irakiens n'avaient juste rien fait du tout, et on n'est pas en train de les pleurer. Et en Afghanistan, on peut dire la même chose. Et enfin, il y a beaucoup de pays. Il y a des gens torturés encore aujourd'hui à Guantanamo qui n'ont strictement rien fait. On n'est pas dans la rue en train de protester pour les sauver. Donc, on comprend la colère des gamins. On comprend surtout, puisque j'ai parlé de mon fiction tout à l'heure à propos de ma propre petite vie. Vous voyez que c'est pas grand-chose. Une maman qui part et qui vous laisse avec une autre gentille maman, ça va quoi. Comparé à tout ça. Donc, si vous venez
parlez avec des garçons qui sont que ce soit en banlieue ou en prison ou dans un camp en Irak, et vous leur racontez une très belle fiction sur une religion magnifique avec un seul prophète et le seul Dieu et le prophète et cette religion qui a été piétinée, qui a été humiliée, qui a été autrefois grandiose et maintenant en bas, et vous dites à ces jeunes hommes en pleine période de testostérone et d'hésitation et de difficulté d'être, vous leur dites, là vous avez une possibilité d'être quelqu'un de grand, en donnant votre force, en donnant votre vie pour sauver cette religion-là et la ramener à sa juste place, eh bien, ils vont foncer dans la brèche. C'est juste normal. Et ils y vont. Oui. Est-ce que vous êtes inquiète du monde dans lequel on vit? Comment vous vous sentez? Inquiète. Oui. Je suis bien dans ma vie personnelle et je suis très, 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 très pessimiste sur l'avenir de la planète. Voilà. Est-ce que les attentats qui ont touché la France, est-ce que les risques d'attentats et l'avancée de ce groupe terroriste État islamique, est-ce que vous reliez ces événements d'actualité à votre analyse d'une certaine masculinité, virilité et des problèmes que ça engendre? Oui, absolument. Je sans du tout les renvoyer dos à dos. Je peux dire que les dessinateurs de Charlie Hebdo avaient aussi un problème avec leur virilité, que j'ai toujours détesté l'image des femmes et des homosexuels qui transparaissaient dans leurs dessins, comme j'ai détesté le fait qu'ils publient les caricatures islamiques. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un humour qui trivialise, agresse, banalise, blesse, et je n'ai jamais vu l'utilité. Vraiment, je n'ai sincèrement jamais vu l'utilité d'être bête et méchant. Je peux pas dire que ce sont mes valeurs, puisque mes valeurs sont exactement le contraire de ça. Ensuite, comme j'ai beaucoup travaillé et dans les lycées de banlieue et dans les prisons, je peux dire que ces problèmes ont tout à voir effectivement avec la virilité. Les garçons d'origine maghrébine qui sont vous savez qu'il y a 5 millions de musulmans en France. Les garçons, particulièrement dès l'école maternelle ou au moins l'école primaire, ils commencent à sentir qu'il va y avoir un problème, et ils ont raison, il va y avoir un problème. Ils ne vont pas être bien accueillis dans cette société, ils vont pas trouver facilement leur place, ils vont pas trouver facilement un travail, surtout depuis la crise économique. Et c'est très difficile, tout le monde a besoin d'exister. Les garçons ont particulièrement besoin de pouvoir être fiers d'eux-mêmes pour quelque chose, que ce soit une identité sportive ou professionnelle ou autre, séduire les filles, etc. Avec quoi on séduit les filles? Comment roule-t-on les mécaniques? Les garçons ont véritablement besoin de rouler les mécaniques. Eh ben, ils n'ont pas de mécanique à rouler. Les garçons qui ont commis ces horreurs il y a quelques semaines étaient tous, vous l'avez remarqué comme moi, de familles brisées. Ils étaient tous en difficulté bien avant de commettre leur première bêtise. La première bêtise a conduit à la prison. La prison, c'est la meilleure école du crime. C'est là qu'ils ont rencontré. Donc une fiction, parce que moi je réfléchis beaucoup avec ce mot-là. Nous constituons grâce à des fictions l'identité se constitue grâce à ça. J'appartiens à cette famille, ce pays, etc. C'est une histoire qu'on raconte, elle est fausse, elle a du vrai, elle a du faux, etc. Là, ils ont rencontré une fiction forte, très bête, très simpliste, qui est l'histoire de la religion du prophète, etc. Exactement comme ci et pas comme ça. Et c'est très fort parce que c'est très simple, et on leur enseigne ensuite l'idée que ils ont été humiliés, ce qui est vrai. Les musulmans ont été humiliés par l'Occident de façon spectaculaire dans les dernières années. Si vous montrez à un garçon tout ça et vous lui dites mais vous faites partie en fait d'une grande et belle tradition et on a besoin de votre
votre force et de votre virilité pour vous battre et remettre cette belle religion à sa place de dignité qu'elle mérite. Le garçon va embarquer dans cette fiction jusqu'à la mort. Et les gens sont prêts effectivement à mourir pour des fictions. Donc c'est une très mauvaise fiction, mais c'est nous les Français, je peux dire nous en tant que Français, après toutes ces années, qui avons abandonné ces enfants-là.